Je suis très content d'être ici parce que c'est une région que j'aime bien, puis il fait beau. Et je suis très content de passer après Wendy parce que ça va faire une magnifique transition entre de la recherche extrêmement utile pour mon activité de designer numérique, et le design que j'appelle l'art de faire les choses, c'est-à-dire de proposer des produits souvent à un public large pour ce qui est de notre agence et de notre activité. Alors avant de parler de design, et pour éviter de rentrer dans les définitions, mais tu dis design au sens français, au sens anglais, au sens je sais pas quoi, il y a un contexte qui est le nôtre, qu'il est important de rappeler, et qui n'est pas jeune, 1886, mais qui est, je crois, notre problème commun. Marius Vachon, donc, qui était inspecteur des Beaux-Arts, disait en 1886, suite au retard entre la France et l'Allemagne, identifié et documenté dans un rapport, l'espèce de rapport gallois de l'époque, il nous faut marcher à la tête de la révolution économique et industrielle, comme il a été jusqu'ici notre mission historique de marcher à la tête du mouvement des idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a une recherche plutôt de qualité. L'INRIA n'est pas un spécialiste de l'Internet, il est quasiment l'Internet, enfin avec d'autres, mais il est dedans, il en est l'auteur, le géniteur, mais que la capacité à transformer cette intelligence, cette connaissance, où se feront des connaissances, en produits, on est un peu moins habile. Et ça fait tellement longtemps qu'on traîne cette chose-là que je vais finir par croire que ça fait partie de notre nature profonde. Alors, on peut l'expliquer de différentes façons, et on ne va pas rentrer dans une épistémologie de la philosophie française, mais grosso modo, nous, Français, nous aimons bien comprendre avant d'agir. Et donc, structurellement, ça fait qu'on est des lents. Alors, ça permet de créer de la connaissance, donc une forme d'universalité, mais ça n'aide pas à innover, ce qu'est le propos quand je vois industrie dans l'intitulé d'une conférence. Alors passer ce contexte qui est le nôtre, et donc qu'il faut apprendre à modifier, quand on part de la recherche et qu'on veut faire un produit, la première question c'est pas le comment, parce qu'on va rentrer dans des débats stupides sur des recettes, des méthodes, des mots à la mode, user experience, voilà, on n'entend plus que ça, je ne fais pas d'user experience, je vous garantis. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'un bon produit? Qu'est-ce qu'un bon produit? Ça commence à être intéressant. Aubin-Haus, en 1925, il parlait de trois choses accolées à un objet ou à un produit. Un produit, c'est une production. C'est la question du bon, donc c'est une forme d'éthique, la question du beau, et la question du bien, un peu la morale. L'esthétique, le beau, la morale. C'est né dans l'histoire du design. Donc la question du bon produit est à mon sens intéressante. Elle est large, elle est complexe, ça peut être plein de choses. C'est la valeur de progrès pour l'homme et la planète. Alors, dans les technologies, on a découvert qu'il fallait faire des choses centrées sur les humains. Je l'ai entendu ce matin encore, je l'entends dans toutes les conférences où je vais aujourd'hui. Comme si on pouvait faire des choses qui n'étaient pas destinées à l'homme. Donc comme si on pouvait faire un couteau qui n'était pas destiné à un homme. Comme si une voiture n'était pas destinée à un homme. Quand on achète une automobile aujourd'hui, on ne vous parle pas d'expérience de l'usage, on vous parle de voiture. Hein. Le numérique a cette chose savoureuse, délicieuse, c'est qu'il réinvente à partir de lui l'histoire de l'humanité des objets. Donc c'est assez fascinant. Donc la première question, c'est celle du progrès. La deuxième, c'est est-ce que des objets sont des éléments de culture? Est-ce qu'ils peuvent parler de nous? Alors pour le cinéma français, on dit oui, bien sûr. Pour la littérature française, on dit oui, bien sûr. Pour l'Opinel, la 4 chevaux ou la 2 chevaux, ou la DS, on en parlait ce matin, c'est moins sûr, c'est des objets techniques. Oh, la technique et la culture, ça ne va pas bien ensemble en France. Pourtant, c'est important. Alors, la tarte à la crème de la tarte à la crème, est-ce qu'il répond à des besoins? Pour 99% des Français, faire un produit, c'est répondre à des besoins. On est mal barré. On est mal barré parce qu'on est le pays, de la cuisine. Il y a deux façons de s'alimenter. On va au réfectoire de l'école et on mange de la purée. C'est une quantité de pommes de terre, de la margarine, un plat, une durée. C'est réplicable.
Et puis il y a 3 gros qui fait sa purée. C'est les mêmes ingrédients, mais il y a quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, c'est la différence entre un produit qui répond à des besoins et un véritable produit. Un produit qui répond à un besoin, ça pourrait s'appeler une prothèse. Une canne, quelqu'un qui a un problème au pied, qui utilise une canne, c'est une prothèse. Un produit, c'est pas une prothèse. Donc les besoins, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Et puis il y a d'autres gens d'un autre domaine qui disent un produit, c'est quelque chose qui se vend. Et l'innovation, c'est quand ça se vend. Bon, ok, c'est peut-être un peu court. Et puis ce truc qui me perturbe un petit peu, c'est l'expérience, c'est-à-dire que notre job à nous concepteurs, chercheurs et designers, ça serait d'aller interpeller le cerveau des gens pour leur faire enfiler quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Et plutôt que de les séduire de loin, comme on faisait avant, grâce à l'informatique, on va directement dans le cerveau. Encore une fois, c'est un peu court, c'est un peu cynique peut-être, c'est un peu consumériste. Un produit, ce n'est pas ça. Grosso modo, un produit, ce n'est pas un suppositoire destiné à aller directement dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que le design, ou comment le design travaille, comment il aborde les choses classiquement, dans les mauvaises écoles, on dit, voilà, problème. Et alors, en français, il y a un mot absolument génial dans les écoles, c'est quelle est ta problématique, comme si la vie était un problème. Non, faire des choses, c'est pas forcément répondre à un problème, c'est pas une problématique. On peut parler d'enjeux, c'est quand même plus positif que parler de problème. Et c'est là où c'est un peu notre éducation. Nous voyons le monde comme un problème qu'il faut résoudre. C'est notre éducation, on l'apprend à l'école, etc. Mais faire du design, c'est pas ça. Le design, c'est pas de la procréation, le design, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas un problème. Enfin, pour certains, ça peut l'être, mais en tout cas, je l'espère pas pour vous. Autre point important, la question des besoins. Quand on fait des choses, on doit répondre à des besoins. S'il n'y a pas de besoin, on ne fait rien. Ce qui veut dire que les choses inutiles n'ont pas de raison d'être. Donc, adieu l'art, adieu les milliards de chaises que les designers s'escriment à dessiner tous les ans. Une chaise suffit. Non. Il y a un peu plus que des besoins. Alors on parlait Bourdieu parlait de violence symbolique, on pourrait parler aussi de puissance symbolique, on peut parler d'esthétique, la forme d'essence qu'on apprend à l'université. Un produit, c'est plus que des besoins. Et là, c'est un message adressé aussi aux chercheurs. Faire un produit, ce n'est pas qu'objectiver des problèmes. Et c'est là où la recherche et le design sont parfois complémentaires. La question du désir, si on raisonne pas en termes de besoin, on raisonne en termes de désir. Alors le désir, bien sûr, on va se dire, mais ça c'est l'affaire des gens de marketing. Et Bernard Stiegler, philosophe que j'aime beaucoup, fait un distinguo très très net entre ce qui relève de la pulsion et ce qui relève du désir. Quand on aime quelqu'un, ça relève du désir. Quand on a envie de... Je ne vais pas employer le mot, il est très vulgaire, ça commence par un B, on est dans la pulsion. Faire un produit... En Europe, à cause du Bauhaus, à cause des philosophies italiennes de la Renaissance, ce n'est pas être dans le consumérisme comme nos amis américains nous l'ont appris dans les années 30 avec des designers d'origine française comme Raymond Loewy, etc. C'est-à-dire que faire des choses pour les gens, ce n'est pas forcément assimilé à du consumérisme. L'argent qu'on gagne en faisant des choses est une conséquence et pas forcément un objectif premier. Alors ça paraît un peu comme ça, ça fait un peu prof d'école ce que je suis, mais là où c'est un peu vicieux, c'est que les produits qui marchent, les produits que les gens aiment et donc les produits qui sont des succès, sont plutôt des produits qui sont conçus comme ça. Donc c'est aussi une manière de faire des choses que les gens peuvent aimer et donc ont envie d'acheter. Dernier point important, l'envie. Effectivement, quand on n'a pas envie de choses, on essaye de créer des envies artificielles et on peut tricher comme ça sur du court terme, on ne peut jamais tricher sur la longueur, donc c'est important. Et puis rêver, parce que finalement c'est le propre de l'homme d'avoir des rêves. Il y a cette phrase de Faulkner que j'adore, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Cette phrase-là, qui est le moteur de la création, c'est aussi, je crois, un des moteurs de la recherche, c'est un des moteurs de l'architecture, c'est un moteur de tous les grands métiers de conception et de création, parce que le distinguo est parfois compliqué à faire. Et c'est important, dans l'art de faire des choses, d'avoir effectivement une capacité à rêver, c'est-à-dire à penser des choses que les gens n'avaient pas du tout l'idée de pouvoir utiliser. Donc, le design, pour 99% des designers, c'est la résolution de problèmes. Je fais partie des 1% qui pensent que c'est plutôt un fournisseur de solutions, c'est-à-dire
la question n'est pas de faire un pont, la question est de se poser comment traverser la rivière. Et la réponse, ça peut être infinie, dont le premier élément, c'est pourquoi traverser la rivière, c'est peut-être pas la peine. Et ça change tout, c'est une autre posture. Alors bien sûr, on adresse de l'inconnu, on n'essaye pas d'objectiver une somme de besoins et de problèmes, c'est un peu plus compliqué. Et j'appelle ça l'économie de la proposition. C'est là où on est le plus faible chez nous. On a des atouts, on a des forces, on a des vitamines, mais cette économie de la proposition, on l'a vu au débat hier, si vous l'avez regardé, elle est un peu faible, c'est-à-dire que nous sommes une société de gens qui savent des choses, qui savent gérer des choses, mais qui ne sont pas, contrairement à une certaine époque, le début du XXe siècle, où on a à peu près tout inventé en France, qui ne sommes pas dans la création, qui ne sont pas dans la proposition. Et c'est des éléments très culturels. En Allemagne, qui est notre grand frère ou notre père en création, on parle du Maschinenbau, qui est une sorte d'harmonie de l'ensemble. C'est très lié à la Gestalt théorie. Et donc, pour nos amis allemands, une montre, c'est pas simplement de l'orfèvrerie, c'est aussi de l'horlogerie. La progettazione en Italie, qui a donné le mot disegno, le mot design. Hein, le design, c'est un mot intéressant parce que c'est un mot qui n'est pas un concept comme le mot innovation, et c'est un mot profondément européen. Toutes les langues l'ont utilisé, plus ou moins tardivement, les Français très tôt, les Anglais ensuite, les Allemands ont fini par l'accepter, mais le mot qui était utilisé pour le design avant venait de Sinn, Zeit. Donc finalement, design, c'est pas un renoncement de la langue française ou de l'Italie, c'est un mot profondément européen qui a voyagé. Et donc les Italiens, le mot disegno, ça veut dire ambition quelque part, c'est l'exécution d'une chose et l'incandescence qu'il exprime auprès de l'âme. Donc on a les deux volets de l'art de faire les choses, les rêver et les faire. Et les Italiens appellent ça la progettazione, c'est l'art du projet, c'est l'art de se projeter. Aux US c'est plus clair, Raymond Loewy a fait un livre qui s'appelait La laideur se vend mal, c'est vraiment le design consumériste, l'invention du renouvellement artificiel des objets. Donc et l'UX, dont on parle beaucoup aujourd'hui, n'est que la traduction littérale de ce design consumériste historique américain. La question n'est pas de faire des bons produits, la question est d'aller taper là où on peut avoir la décision la plus rapide, le plus vite possible. Et puis nous, Français, on ne sait pas très bien où on est en conception. On est dans la raison, c'est sûr. On est dans la raison critique, c'est certain. On essaye d'adresser des choses ultra compliquées, c'est-à-dire de marier l'art, la science et la philosophie quand on fait des choses. Mais ce modèle-là, avec l'obligation de rentrer dans la course mondiale, dans cette espèce de course à la connaissance industrialisée, fait qu'il est terriblement remis en question. Le modèle de l'Internet, il est très empirique, il est très anglo-saxon. On fait, on comprend ensuite. Notre modèle, il est exactement l'inverse. On comprend et on tente de faire après. Donc on a des choses à se faire. Et pourtant, il n'y a pas d'une histoire du design telle que j'en parle, industriel, français, forte. C'est la fusion de deux choses. Gustave Eiffel, pris à Polytechnique et refuse, il fait Centrale. Il est ingénieur d'application, ça n'existe qu'en France. Il est chargé de construire le pont qu'un autre a conçu. Un an après, il crée sa boîte pour devenir concepteur. Il finance la Tour Eiffel. Et à la fin de sa vie, avec ce qu'il a appris sur la Tour Eiffel, phénomène aérodynamique, il devient chercheur en aérodynamique. C'est un parcours improbable, très français, qui est un peu le symbole de cette époque où on a inventé beaucoup de choses, aviation, automobile, etc. etc. C'est ces ingénieurs, poètes, artistes, et qui ont fait une indissociation entre l'entrepreneuriat et à un moment de leur vie la recherche. Un peu comme Jean Prouvé, que j'aurais pu mettre à la place de Gustave Eiffel, qui est cet ingénieur qui n'a pas de frontières, qui est allé de la recherche à l'entrepreneuriat et à l'atelier, parce qu'il avait un atelier où on faisait. Et puis Charlotte Perriand qui est une architecte d'intérieur, on pourrait dire une décoratrice, pour prendre les mots du 19e siècle, qui a transformé la discipline qui construisait qui consistait à construire des habitats en une pratique du même niveau que l'architecture, c'est-à-dire à mettre de la raison dans le projet artistique et décoratif. Et donc elle a amené une sorte, non pas de science, mais de rigueur de la discipline dans des pratiques très artistiques. Et elle nous a aidés à quitter le monde du château de Versailles et des commodes boules très décoratifs pour en faire des disciplines de projet. Ces deux-là,
ils sont la généalogie d'un espace qui va de la recherche, comme Wendy en parle, jusqu'au design tel que je peux en parler. Et pour Eiffel et pour Charlotte Perriand, ce sont des gens qui se sont toujours projetés dans le futur, qui n'étaient pas des créateurs patrimoniaux, en disant c'était mieux avant, on va faire vivre les traditions, mais qui ont exploré des champs nouveaux, et en cela, ils sont tout à fait intéressants. Donc l'art de faire ou pas les choses, chez nous, c'est, alors vous l'avez compris, on part d'un problème, on prend une techno, ça c'est encore dans un cas relativement positif, et puis on fait un produit. Ça c'est une vision très, disons, avant la Seconde Guerre mondiale. Autre vision, on a une idée, l'idée comme ça qui jaillit, le créateur moderne, tel qu'on les imaginait au Bauhaus. Gropius se lève le matin, il a une idée, il trouve la bonne techno dans les usines AEG, et puis il fait un produit. Et on invente le design industriel. C'est un peu court, aujourd'hui c'est compliqué de faire les choses comme ça. Alors là, on passe en France. En France, ça marche comme ça, il y a une technologie, on ne sait pas à quoi elle sert, donc il faut trouver une idée. Donc on demande à un designer, on demande à Wendy, on demande à... on fait un produit. C'est pas forcément du design industriel. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on s'est quand même posé la question des usages. Donc il y a une trentaine d'années, chez France Télécom, on a dit, à côté des technologues, il faut mettre des sociologues. Donc des gens qui sont chargés d'observer la vie avec des produits. Mais il n'y a pas de produits, il y a des technologies qui sont encore dans des ordinateurs pas habités. Donc ça ne marche pas très bien en fait. Donc on est un peu court de café là-dessus. Ah si, il y a un modèle vraiment intéressant, qui est plus nouveau, qui est impactant, alors qui n'a pas existé vraiment dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans le monde mécanique et énergétique, qui est tellement de la recherche, des technos, du produit et des usages. Ce monde de la recherche, il est incarné pour moi par des modèles comme le CEA, comme l'INRIA, l'endroit où j'ai fait mes études, enfin mes post-études à l'étranger, qui était un institut de recherche exactement comme l'INRIA. On a un modèle qui commence à faire bouger les lignes. Et puis le numérique arrive, ça change tout. Ça change tout parce que, ok, on a des idées ou des technos, on a un produit, mais le produit, ses fonctions, elles sont au carré, elles sont illimitées. Et la question de la corrélation entre la forme et la fonction, elle explose. C'est-à-dire qu'une machine à écrire, pour reprendre l'image de Wendy, c'était des touches où on tapait. L'objet, il avait sa forme de cognition, d'expression de son usage. Aujourd'hui, vous avez un appareil générique, ils ont tous à peu près la même forme, et l'application, elle a une infinité d'usages. On a des utilisateurs, toujours, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une boucle de relations permanentes physiques, réelles, entre ces dispositifs et l'utilisateur. Avant, on avait des boucles d'interaction entre la machine à écrire et la personne qui l'utilisait, mais elle n'était pas aussi riche, et surtout, la machine réagissait toujours pareil. Alors que mon appareil, là en l'occurrence c'est un téléphone, par des boucles d'interaction, c'est un mot important, hein. Finalement relation, il faut le traduire par interaction, il permet des éléments de réflexivité, c'est-à-dire vraiment une évolution de ce rapport entre le dispositif et la machine. Ça c'est nouveau, parce que ce lien permanent, bien sûr ça permet d'objectiver la conception, mais ça veut dire qu'il faut créer un espace aussi poétique, artistique, nouveau, dans ces boucles entre ce dispositif et cette machine. Est-ce que les machines doivent toujours être obéissantes? Finalement, quand la machine à écrire se bloquait, ça a été agaçant, mais quand les machines IBM sont arrivées, qu'on ne bloquait plus les têtes avec les lettres, on pouvait le regretter parce que c'était marrant, on faisait une pause de 5 minutes pour le réparer, etc. Alors cet espace finalement de conception, le premier qui est ce qu'on voit ou les formes, on pourrait il est très classique du design industriel. Le deuxième, on l'appelle expérience, mais c'est un mot que je déteste. J'aurais pu l'appeler l'espace des perceptions, l'espace du fil, comme on disait au début des interfaces pour les personnes un peu âgées comme moi. C'était simple, on disait il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent, look and feel. C'était simple. Et l'ensemble de ces deux choses, c'est ce qu'on a théorisé à l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, comme le design numérique, c'est-à-dire une discipline qui manipule les déterminismes de l'époque, comme le design industriel manipulait les déterminismes de l'âge industriel. Maîtrise de l'énergie, des déplacements, de la production en série. Finalement, le design numérique, c'est manipuler toutes les conséquences de cette profonde mutation numérique que nous vivons. Donc c'est une démarche assez large, assez holistique, assez totale, et finalement on revient
aux rêves des gens du Bauhaus, du Gropius, qui parlaient d'art total et qui ne voulaient absolument pas créer des champs de spécialisation. Donc le design, c'est un espace un peu compliqué entre le faisable, le vendable et le désirable. Dans le design, l'humain, il est toujours là, depuis toujours. Il n'y a pas de... nos amis anglais qui parlent de Customer User Design, de User-Centered Design, et enfin de Human-Centered Design. Pour nous qui avons appris il y a 30 ans à l'école d'Archi que le Bauhaus, que la Renaissance, que Brunelleschi, que Léonard de Vinci étaient des humanistes, c'est très étrange. Donc il faut aussi à un moment savoir d'où on parle, et il y a des valeurs, il y a une forme d'éthique, il y a une forme d'histoire dans la manière de faire les choses. Pour résumer, le design numérique, c'est la stratégie, on peut l'appeler la vision quand on est créateur, mais c'est toujours avoir une projection par rapport à l'espace où on est et au contexte de la conversation qu'on a avec celui qui veut adresser une proposition au monde. Forcément, il y a des analogies, forcément, il y a des... nous, on est à côté. On n'est pas dans la technologie, on est à côté, donc on a un champ de vision qui est juste différent. Donc forcément, il peut enrichir le champ de vision de départ. Les situations, ce qui est un des éléments les plus caractéristiques du numérique, qui est qu'ils n'ont pas d'échelle, ils ne relèvent pas du temps et ils sont régis par des événements. Ça crée des contextes extrêmement intéressants. Que vous soyez dans une maison, dans un lieu comme celui-là, ou à l'échelle de l'île métropole, vous pouvez adresser des produits ou des services avec les technologies de l'information et de la communication qui résolvent les mêmes problèmes. Et cette caractéristique-là est unique, elle est extrêmement intéressante. Le deuxième qui est vraiment important, c'est les interactions. Wendy en a parlé. C'est vraiment, ces technologies sont essentiellement des technologies relationnelles. Elles partent d'une histoire qui est celle des fonctionnalités pour aller dans quelque chose qui adresse une infinité de champs, la cognition, la perception, l'histoire de l'art, l'histoire des représentations, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis l'histoire des fonctions aussi. Et puis la représentation, ce qu'on oublie toujours un petit peu quand on veut organiser en spécialité ces tâches-là, qui sont ce qu'on voit à l'arrivée. Parce que la vue est un des sens privilégiés de l'être humain, donc la question de la forme, dans les web agencies on dit le graphiste, c'est extrêmement important, puisque notre sens premier, c'est ce qu'on voit. Donc il ne faut jamais l'oublier. Et pour finalement se concentrer sur des finalités. Donc cette petite tableau tout simple, c'est ce qu'on doit manipuler pour arriver à faire des produits intéressants. Je le résumerai en une phrase, pourquoi ça existe, à quoi ça sert, comment on l'utilise, et le plaisir ou le désir que l'on a à l'utiliser. C'est un peu ça finalement l'art de faire les choses, c'est marier une forme de culture objectivable liée de la technologie, la recherche, pour la transformer par ce chemin un peu complexe en cet espace-là. Alors quelques exemples qui sont bâtis à partir de ces trois choses, qui sont des mots un peu anciens mais que j'aime beaucoup. Et finalement, on est moderne ou on ne l'est pas suivant la répartition qu'on fait entre ces trois choses-là. Le conservatoire, c'est ce qu'il y avait avant. Généralement en France, on est très fort là-dessus. On a une société patrimoniale et tout le monde nous dit c'était mieux avant. Mais le conservatoire, c'est beaucoup d'histoire de la conception, de manière de résoudre les choses autrement. J'ai appris les fondamentaux de mon activité en regardant les cockpits de Concorde, de la Pacific 241 qui est une vieille locomotive. Donc il est très important de comprendre comment on faisait les choses avant et pourquoi on les faisait comme ça. Parce que finalement, la question des interactions et des produits avec lesquels les gens ont beaucoup de manipulation n'est pas née avec le numérique. Et que la Pacific 241, qui était une interface pour la productivité de la SNCF, est très très enrichissante. Quant à celle de Concorde, elle est à peu près l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Donc elle est en cela très très exemplaire à comprendre. L'observatoire, c'est je ne suis pas un sociologue des usages, je ne travaille pas, alors pas du tout avec des êtres humains de laboratoire, plus avec des êtres humains créatifs, comme en parlait Wendy. La question d'observer les gens, mais tout simplement de les aimer, partout, tout le temps, c'est très important. Et c'est important pour être invisible, parce que quand vous demandez à des gens ce qu'ils veulent, ils vont vous dire « je veux ça », mais en fait, ils veulent autre chose, c'est comme les sondages. Et faire un produit, c'est un peu la même chose. Si vous demandez directement aux gens, vous n'aurez jamais de bonne réponse. Il faut aller vivre avec eux, il faut être une petite souris, devenir un peu copain, en gardant le recul de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire remplir sa bibliothèque pour remettre de l'injection dans les produits. C'est très important, cette notion d'observatoire. Et puis le laboratoire, c'est l'espace où on invente, c'est l'espace où on expérimente, c'est l'espace où on fait des propositions, c'est important. Et le curseur entre ces trois choses-là fait finalement, ce curseur il est contextuel, c'est jamais pareil, donc c'est un peu compliqué,
Mais c'est vraiment la répartition. Les écoles de design aujourd'hui, elles sont très conservatoires. Elles n'aiment pas le numérique, ça leur fait peur. C'est un outil, c'est comme la machine à bois. À mon avis, on a un problème de ce côté-là. L'observatoire, c'est important. Les écoles de design sont encore dans un modèle moderne où l'usager n'existe pas. Et où c'est Gropius qui dit ce qu'il faut aux gens. Typiquement le Corbusier. Voilà, le monde c'est le modular, je vais faire une maison comme ça. Vous aimez pas. C'était peut-être possible à l'époque, il fallait reconstruire vite. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut être un peu plus modeste. Et puis le laboratoire, c'est oser faire des choses, non pas faire des papiers. Un jour, on m'a dit, ah, toi, tu vas faire de la recherche en design, écris. Mais je ne sais pas écrire, moi. Moi, je fais des projets. Donc à la fin, ça se transforme en petit machin pour les entreprises comme ça. Vision, contexte, très important, conversation, les gens, proposition. Donc 4 trucs, parce que les entreprises ne peuvent pas comprendre plus. On est filmé, je sais, j'assume. Cette image-là, elle est là pour le faire. Faire, c'est pas sale. Faire des choses, c'est finalement la tarte tatin, qui est délicieuse, vous le savez tous, elle a été inventée par hasard, parce que la dame s'est pris les pieds dans le tapis. L'accident créatif est important, on ne peut pas tout rationaliser. Quand on fait des choses, on se trompe, quand on compose de la musique, on se trompe et on invente des choses. Alors pas forcément pour le projet qu'on est en train de faire, mais pour sa version 2 ou pour autre chose à côté, c'est important. Si on ne va pas là-dedans, on n'y arrive pas. Alors quelques exemples de choses sur lesquelles il y a des nouveautés. On a fait des forages data pour essayer de révéler des cartes de la véritable vie dans le 93, la Seine-Saint-Denis, près de Paris. C'est intéressant parce qu'on n'est pas cartographe, on n'est pas data scientist, on a proposé de faire ça, on l'a fait, on a appris plein de choses. Autre projet que j'aime beaucoup, c'est un travail sur la manière dont on donne sa vie aux réseaux sociaux. Mais l'objet de recherche pour nos designs de ce projet, il n'était pas là. On sait que l'âge du service et l'âge de l'usage, c'est des objets prison. Ce qui nous intéressait, c'était la symétrie entre un système porté par un logiciel et sa représentation physique, pour essayer de mettre au même niveau ce qui relève du physique et du logiciel. Donc ensuite, ce projet il est un peu provoquant, suivant le niveau où on en est, on a mis des petites monotes sur le curseur pour dire qu'on est prisonnier de Facebook ou de Twitter, mais c'est surtout finalement des écrans physiques ou des objets qui deviennent des écrans et la manière dont un logiciel peut porter les valeurs du physique. L'objet est l'interface ou l'interface est l'objet. Dans tous les projets qu'on fabrique, on essaye de mettre cette dimension recherche pour se créer une bibliothèque théorique pour pouvoir comme ça, non pas la vendre à des clients, mais pouvoir rebondir quand les clients nous posent des questions sur lesquelles il n'y a pas d'état d'art stable. Autre projet que j'aime beaucoup, parce que je suis un fou d'aviation. Toute ma vie, j'ai rêvé de bosser pour Airbus, mais je serais hôtesse de l'air, mais je ne travaillerai jamais dans le cockpit. Parce que pour travailler dans un cockpit, il faut un PhD, c'est très sérieux. Mais quand Voisin a inventé l'aviation, ou quand les Wright aux US ont fait voler leurs premiers avions, ils n'avaient pas de PhD. Gabriel Voisin, il était comme moi diplômé d'une école de beaux-arts, il a fait les premiers avions. Donc il y a d'autres manières de faire les choses. Et quand Parrot est venu nous voir, on a commencé par faire quelques interfaces, mais je vous montre celle-là parce que j'aime beaucoup la question qui nous a été posée. Jean-Louis, apprends-nous à ce que notre drone fasse de belles images. C'est-à-dire, ne fais pas une interface pour piloter le drone, apprends au drone à faire de belles images pour qu'il puisse suivre celui qui fait du sport et avoir une culture, une construction des figures cinématographiques dans les images qui sont en train de filmer. Et donc on se retrouvait en tant que finalement prof d'une école de design à expliquer les figures du cinéma, bien sûr aux gens de Parrot, mais surtout à des algorithmes. C'était absolument formidable. Et pour faire ce travail-là, il a fallu, alors on aimait bien le cinéma, ça allait bien, mais ensuite il a fallu faire une interface de pilotage avec toute la gestion du stress qu'on peut avoir. Il n'y a pas de risque humain quand on fait voler un drone, bien que, mais il y a la perte de la machine qu'on a payée entre 500 et 1000 euros. Et finalement, on a fait avec l'approche du design, ce que fait Airbus. Autrement, la beauté de cette histoire, c'est qu'on a rencontré des gens de Airbus Drone qui disent « Mais comment vous avez fait? Vous avez mis combien de temps? 4 ans ?» Non, on a mis... beaucoup moins, 2 ans, non, beaucoup moins, hein. On a mis moins d'1 an pour faire tout ça. Parce que chez Parrot, il y a des gens extraordinaires, ce sont des gens extraordinaires, il y a des ingénieurs extraordinaires, des purs produits de la recherche et de la formation française et des écoles d'ingénieurs à l'université. Mais il y a cette curiosité de faire les choses, de les tester, de les modifier. Bien sûr, ce qu'on a fait n'est pas parfait, on va le changer. Et sur un Airbus, on ne peut pas faire comme ça, hein. L'avion, il vole, il a 500 passagers derrière, on ne va pas tout changer. Mais on est dans les mêmes problématiques et on l'a fait de manière
Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a valorisé des recherches, qu'on a compris, qu'on a observé, etc., et qu'on a mis dans ces petites machines qui sont appréciées par la qualité de leur logiciel par rapport à leurs concurrents chinois. Alors, on a tout le registre du monde aéronautique, hein, le plan de vol, alors le vol automatique, le pilote automatique, le plan de vol avec des plans caméra. Alors là, c'est plus du tout un drone, c'est une caméra qui vole. En fait, c'est une dolly virtuelle. Et c'est là où nous, designers, on peut rebondir. À un moment, on leur a dit, mais vous faites pas un drone, les mecs, vous faites une Steadicam virtuelle, où dans l'air, on pilote ce qu'on veut filmer. Le drone, il est tellement stabilisé que c'est pas un problème. Et finalement, l'usage qui était identifié au départ n'est pas du tout celui de l'arrivée. Et les raisons pour lesquelles les gens aiment ce drone et le pratiquent pour faire des images. Donc ça, c'est toute l'histoire du déclenchement du follow me, c'est-à-dire d'un pilote qui à un moment délègue à la machine tout le pilotage de l'environnement. Et comme c'est pas parfait, on s'est aperçu qu'on avait inventé l'ABS et l'ESP du pilotage de drone, c'est-à-dire qu'on avait réduit le pilotage du drone à 2 boutons, alors qu'avant il y avait 6 ou 7 interpellations de l'utilisateur. Donc le follow me marche bien, mais c'est pas parfait parce qu'il y a encore beaucoup d'intelligence artificielle à mettre dedans. Par contre, on a simplifié la manière de piloter le drone. Et ça, c'est une découverte, c'est un accident créatif, et c'est tout à fait intéressant. Alors, un autre truc que j'aime bien, parce que là, il n'y avait rien à prendre chez Airbus, c'est le X-Wing, qui est un avion qui vole comme un hélicoptère et dans le domaine aérodynamique classique. Et donc, pour faire la transition entre les deux, il y a des avions aux US qui sont les Convair qui changent de moteur, qui sont des hybrides, mais ce n'était pas du tout adapté à cet engin incroyable. Et donc, on a inventé des commandes de vol totalement inédites pour passer de l'un à l'autre. Cet objet a un domaine de vol totalement hallucinant et complexe à comprendre, parce qu'il est symétrique, donc il vole dans les deux sens et on s'y perd très vite. Et donc, notre travail a vraiment été de se mettre là à la place des gens, essentiellement pour les déstresser et faire qu'ils s'amusent. C'est un projet que j'adore. Un projet un peu plus sérieux, qui a commencé un peu bizarrement. Un monsieur est venu nous voir de la DGA en disant voilà, les soldats ont des iPhones, mais les matériels de l'armée française sont plutôt faits par Thales. Et donc il y a comme un gap d'usage entre l'iPhone, simple mais pas puissant, et les trucs Thales très puissants, mais alors pas simple, c'est rien de le dire. En l'occurrence, là, c'était Safran, le concurrent. Donc, c'est une technologie de radar infrarouge. On était là, nous, pour l'appliquer sur des marchés civils, pour surveiller des usines type Céveso, avec très peu de formation pour les opérateurs. Et une caméra qui tourne à 360 degrés, c'est donc des images où il y a un devant et un derrière. Donc, c'est compliqué. Se projeter dans l'espace, pour un architecte, c'est facile. Un designer aussi, mais pour beaucoup de gens, on n'a pas l'habitude. Et donc on a, nous, convoqué un peu l'histoire de l'architecture des représentations en perspective axonométrique ou cavalière et des projections pour faire une sorte d'after effect où on suit des objets, des sprites qui sont des aimants de chaleur, donc généralement des intrus dans l'usine de ciment, et puis des représentations qui permettent de voir ou de projeter le devant, le derrière, suivant les cas. Ils sont passés d'une solution Windows NT à la souris sur un truc en Windows 9 tactile sur 3 écrans. Enfin, ça a été un grand gap de modernité. C'est un des projets les plus complexes qu'on ait fait, mais vraiment passionnant. Je vais passer ça. Alors, un projet qu'on aime beaucoup parce que c'est un système opératif. Finalement, la tour Eiffel de mon job, c'est de faire un OS. Alors, il n'y a pas tellement de fabricants d'ordinateurs en France, donc ça va être compliqué. Et donc, on a fait un OS pour une tablette qui permet de lire des livres, qui permet d'avoir le numéro de page, quelle que soit la taille des typos, ce que ne fait pas le Kindle, basé sur une technologie assez ancienne. Mais surtout, on a intégré dans le process informatique toute l'histoire du livre et toute l'histoire documentée par un monsieur qui s'appelle Jan Tschichold, qui était au Bauhaus, qui a essayé de casser le livre dans sa forme, puis qui a dit, il n'y a rien à faire, ce qu'ont fait les Italiens au 15e, 16e siècle, il n'y a rien de mieux. On ne peut pas, ça marche. On ne peut pas dire pourquoi, c'est le nombre d'or, mais c'est comme ça. Et donc on a respecté tous les canons typographiques qui sont donc Aldus Manutius à Venise et puis l'imprimerie nationale en France, l'imprimerie du roi au départ, pour essayer de faire une liseuse qui s'inscrive dans la tradition du livre et qui fasse stricto sensu des beaux livres, avec tout un tas de fonctions de représentation, des pochettes, des jaquettes,
la possibilité pour les libraires d'intervenir, de faire des sélections, la table du libraire comme dans une vraie librairie, etc. D'intégrer la boucle de distribution, le libraire et la liseuse dans un même objet, dans une culture qui est une culture européenne. C'est un très beau projet que j'aime beaucoup, qui était un projet FUI, donc un projet de recherche dite industrielle. Petit coucou à Victor Hugo, le prototype. Ça, c'est un autre projet qu'on n'a jamais montré, enfin qu'on a exposé dans une expo sur la musique électronique qui s'appelle Electrosound, qui est l'explosion du séquenceur. Le séquenceur, c'est un synthétiseur qui serait devenu une partition. C'est-à-dire que la machine peut exécuter une partie des notes qu'on veut lui faire faire sans directement les jouer au clavier. C'est la vraie révolution des synthétiseurs numériques. Et on a explosé ce séquenceur sur des téléphones en temps réel connectés à des serveurs, c'est du web audio, et donc 8 personnes peuvent faire de la musique ensemble à partir de ce qui est vraiment un instrument, c'est pas un contrôleur, avec une représentation partagée sur un écran pour savoir quand on intervient, et le corps est très actif dans ce genre de démonstration. Donc c'est la manière dont on l'a exposé dans l'expo Electrosound, et le design là-dedans, alors il fait partie de l'aventure logicielle et conceptuelle, mais c'est d'inventer une sorte de ghetto blaster d'aujourd'hui, donc une machine pour que des jeunes sur un parking de centre commercial écoutent de la musique, mais pratiquent de la musique. Donc c'est un système de son sur lequel 8 téléphones, voire 32, se branchent, avec cette espèce d'écran dégradé en haut qui montre les acteurs et les actions, pour comme ça organiser la modification d'un morceau qu'on aime bien ou carrément la création d'un morceau. Et on avait déjà eu une expérience avec l'AirCam que j'aime beaucoup. On était parti d'un projet de recherche, on avait fait un produit, on l'avait exposé au MoMA, il est devenu un produit industriel, une espèce de chaîne complète de la recherche jusqu'au marché, avec des produits qui racontent des choses intéressantes dans l'évolution de la musique. La musique étant vraiment l'espace où l'éclairage des possibilités de l'informatique sont toujours les premiers, les plus éclairants, c'est ce qu'on a vraiment démontré dans cette exposition. Autre projet qui est une start-up française financée aux US, qui est un objet qui projette dans l'espace des boutons virtuels, donc en 3D, pour interagir avec la maison. Alors ça, c'est le film de... je vais m'arrêter là. C'est le film de financement Kickstarter, donc il est un peu cucu, normal. Il y a une espèce de prédéterminisme de ce type de sollicitation de la foule. Ils sont financés, ça c'est uniquement pour la publicité du projet. Pour la start-up, c'est 4 ans de recherche. Alors, donc il y a une interface assez importante, il y a de la recherche sur la computer vision, mais surtout l'affichage et le traitement d'images. Bon, le produit Parrot, tant pis, vous ne l'aurez pas, avec le super equalizer paramétrique, cette branche, etc. Je vais juste terminer par une image. Ah, je vais quand même terminer par celle-là. Les dernières recherches de notre design, c'est des objets capteurs et actionneurs. Il y a beaucoup trop d'objets connectés qui ne sont que des capteurs. Et nous, on veut inventer, ça existe déjà, mais on veut le faire dans un espace plus grand public, des objets à comportement. C'est-à-dire des objets qui ont des réactions par rapport à l'environnement. Alors ça peut être par le physique de gérer la lumière, mais ça peut être aussi être embêtant, avec un petit enfant qui ne veut pas dormir le soir, etc. C'est des objets qui ont une vie, on fantasme tous ces objets vivants, on essaye d'en faire. C'est des robots qui ont une autre forme dans l'usage domestique. C'est les tout débuts. On a inventé une carte électronique pour faire ça, et c'est vraiment passionnant. Alors, ça prend du temps. Hein. Et je termine, c'est promis, Nicolas. La dernière phrase, la voilà. Cet art de faire les choses, c'est finalement essayer de mettre, et c'est pas, quand je dis le design, ça peut être des équipes, hein, c'est pas un mec ou une fille tout seul qui arrive et qui a la solution, c'est dans des équipes. C'est la quête éternelle de l'homme à dégager le bon et le beau de la nécessité pour essayer de faire des choses qui vont au-delà du besoin, finalement. C'est ce que ça veut dire et c'est peut-être le message le plus important que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup Jean-Louis. Donc moi j'ai sacrifié les minutes que j'avais tout à l'heure normalement. Donc on a le temps de prendre 2-3 questions si vous voulez. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais si... Ah, si. si.
Tu as dit que, au début de l'exposé que si le design était juste la réponse à un besoin, il y aurait une seule chaise, on n'a pas besoin de concevoir des chaises. Dans le monde numérique, j'ai l'impression qu'il y a un seul Google, moteur de recherche, il y a un seul Facebook, il y a un seul Word, il y a un seul Photoshop. Et plus que dans tous les autres domaines de la production, j'ai l'impression qu'on est dans ces produits hyper dominants. Et est-ce que, un, tu as une explication, et deux, une solution? Alors là c'est une question super compliquée, mais quand on regarde au début du 20e ou fin du 19e aux US, il n'y avait pas beaucoup de compagnies de pétrole. En tout cas, les concentrations sont faites très très vite. Rockefeller, Carnegie, je ne sais pas trop ce que faisaient les Cooper Hewitt, mais enfin bon, toutes ces grandes familles. Bon. Donc on est un peu dans la même situation. Il est évident que l'Europe aura une capacité de répondre, mais c'est marrant, c'est des slides que j'ai virés, mais on a la stratégie de Lisbonne, c'est la société de la connaissance. Et la société de la connaissance, c'est quoi? C'est pendant que Google faisait un produit et qui grossissait comme Rockefeller, nous on voulait comprendre ce qui était en train de se passer avec le numérique. Et puis là, la société de la connaissance, c'est fini. C'est une stratégie qui s'appelle 2020. On rentre dans la société de l'innovation. Et cette force européenne de produire une recherche de très grande qualité, donc des connaissances de très grande qualité, mais de ne pas pouvoir faire en même temps des propositions et la recherche, je crois que c'est ça la raison de cette question. Alors c'est peut-être un peu simpliste, vu d'où je suis, une école de design, tout est plus simple, mais quand je vois les forces, les talents, les individuels entre alors, soit des labos, soit des individus, soit INREALI, le CEA Grenoble, etc., et puis après les petits copains en Allemagne, les Fraunhofer et tout ça, je me dis, il y a un problème on en parlait ce matin, d'ambianceur. C'est-à-dire que l'ambianceur général, il n'est pas là, et ce n'est pas les deux Gugus d'hier soir qui vont manifestement répondre à cette question. Or, la question des concentrations et de l'accélération, elle est là. Je vais vous citer une anecdote qui va en partie répondre, qui ne va pas y répondre, mais qui va ne fait que constater la question que vous venez de poser. C'est le mec qui a inventé l'iPod et le Nest, il vit en France. Et pourquoi il vit en France? Et depuis pas longtemps. Pourquoi il vit en France? Parce qu'il dit, dans l'IA et dans le machine learning, c'est là qu'il y a les meilleurs. Ce qui veut bien dire que les atouts et les ingrédients, on les a, mais que la recette et la proposition, on l'a pas. Voilà, mais ça, nous, on peut le dire, on peut se battre, on peut faire nos petits machins, on peut essayer de faire des trucs avec des startups, mais grossir. Le plateau de Saclay, c'est un énorme espoir, mais on sent bien que c'est pas super bien engagé, quoi. C'est les gens de Saclay qui rigolent. Le problème du plateau de Saclay, c'est une question d'ambianceur. Ils ont chacun faire leur Fab Lab dans leur coin au lieu d'avoir un grand machin commun. Ils n'ont pas une maison des étudiants où on fait la fête et on déconne et on se bourre la gueule. Il y en a dans chacune des écoles, mais pas commun. Alors il y a des trucs, enfin, il y a plein de gens incroyables avec des bonnes volontés partout, mais l'ambianceur en chef du truc, c'est Jamel qu'il faut mettre, quoi. C'est vraiment, c'est dans la joie et le plaisir. Et pour valoriser toute cette richesse qui est là, hein, vraiment.